Bonjour, donc on va continuer cette série de vidéos. Aujourd'hui, ça sera à propos de Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire c'est le commencement de tout, de notre univers, la naissance de notre univers, l'existence de tout ce qui est observable et non observable de cet univers. Donc, c'est le commencement de tout ce qui existe dans cet univers. Donc, c'est la théorie qui est la théorie la plus acceptable maintenant, traitant la naissance de l'univers, qui est la théorie de Big Bang. Donc, je vous mets un petit résumé avant d'entrer dans les détails. Donc, c'est un petit résumé euh, de séries d'événements qui se sont produits à partir du premier instant de Big Bang. Donc, l'univers était concentré à un point, et puis ce point a commencé une certaine expansion. Donc, c'est une expansion. Le point initial qui était un point d'extrême densité et d'extrême température, donc qui a commencé son expansion euh, dans toutes les directions, qui a traversé quelques phases, la première seconde, et puis après la formation de particules, puis la formation d'atomes, et puis les atomes qui se sont euh, regroupés en nébuleuses pour former les étoiles, et puis les galaxies, etc., jusqu'au présent, donc, ou bien jusqu'à la formation de notre système solaire, et puis le présent de nos jours, où la température de l'espace est à peu près moins de 170 degrés Celsius, ce qui est équivalent à 3 degrés K. Donc voilà, c'est une série d'événements qu'on va détailler. Voyez cette image, ce résumé. Donc depuis le premier instant euh, de l'univers jusqu'à nos jours, donc une période qui s'étend sur à peu près 13,7 environ milliards d'années. Bon, je commence par un bref historique sur le sujet. Donc, c'était au début du XXe siècle, ou bien jusqu'au début du XXe siècle, tous les astronomes pensaient que l'univers était statique, était éternel, c'est-à-dire que c'est un univers fixe. Les étoiles, ou bien les galaxies sont dans des positions fixes et rien ne bouge. C'est un univers qu'on appelait un univers statique. Bon, avec les mesures astronomiques, donc on a eu les premiers indices qu'il y a quelque chose qui bouge dans cet espace. C'était vers 1912 avec un astronome américain qui s'appelait Vesto Slipher. Vesto Slipher, il a fait des observations, il a constaté qu'il y a des galaxies, ou bien que les galaxies sont en mouvement. Bon, il n'a pas dit qu'il y a une expansion, mais il a fait des mesures confirmant qu'il y a un certain mouvement de ces galaxies. Après une dizaine d'années, de nouvelles mesures faites par Edwin Hubble. Edwin Hubble, c'est le même d'après lequel on a nommé le fameux télescope Hubble. Donc, c'était un astronome, Edwin Hubble, qui a fait aussi des mesures qui a confirmé que les galaxies sont en train de s'éloigner de la Terre. Donc, il a donné les bases un peu de la théorie de l'expansion de l'univers. Et puis est venu Georges Lemaître en 1927, c'est sa photo. Georges Lemaître en 1927, après avoir suffisamment de mesures confirmant l'expansion de l'univers, donc, il a établi sa théorie qu'il a dit, il est parti d'une idée qui dit que si l'univers est en expansion et si l'univers est en train de grandir, donc il a commencé par quelque chose de plus petit.
plus petit, si on revient dans le temps, ça doit être quelque chose très dense et plus petit qu'un atome, qui a commencé à faire une expansion pour atteindre la taille de l'univers actuel et puis qui continue toujours son expansion. Bon, ce monsieur Georges Lemaître, il était un prêtre catholique, donc vous imaginez qu'il a eu beaucoup d'opposition dans cette théorie. On l'a accusé de faire suivre un peu la théorie de la création de l'Évangile et que c'est pour cette raison qu'il a établi cette théorie. Même Einstein à l'époque, qui croyait toujours en l'univers statique, au début, il n'a pas accepté cette théorie, mais après avoir refait le calcul et revérifié toutes ces équations et le calcul mathématique qu'a fait Georges Lemaître, ils ont été tous convaincus par cette théorie. Bon, le mot Big Bang, ou bien le Big Bang, ne vient pas de Georges Lemaître. Ce n'est pas lui qui a nommé sa théorie Big Bang. C'était plutôt un mot satirique. Dans une émission radio des années 40, il y a un astronome de l'ancienne génération qui a dit, qui voulait se moquer de cette théorie. Il l'a appelé le Big Bang. Et depuis là, tout le monde l'appelle le Big Bang. Pourtant, c'était pour se moquer de la théorie, mais c'est le nom qui a été adopté pour cette théorie. Donc, le Big Bang, c'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près 13,7 milliards d'années environ. À l'époque, il y avait un point qui est plus petit, presque plus petit que la taille d'un atome. C'était un point de densité infinie, de température aussi infinie. C'est ce qu'on appelle la singularité gravitationnelle. Cette singularité gravitationnelle a commencé pour une certaine raison qu'on ne comprend pas. Et même on ne comprend pas pourquoi il y avait ce point. Et puis, il y a 13,7 milliards d'années, pour une certaine raison, ce point a commencé une expansion. Et voilà, j'appuie sur le mot expansion, parce que c'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une explosion. Il faut faire attention, ce n'est pas une explosion, c'est une expansion. Donc là, faites attention quand vous parlez de Big Bang, c'est une expansion. C'est un point qui a commencé à un certain temps, pour une certaine raison, qui a commencé à faire une expansion dans toutes les directions. Donc, une singularité gravitationnelle qui a commencé à faire une expansion, donc sa densité a commencé à diminuer aussi bien que sa température. Donc, et c'est là qu'a commencé l'univers. Donc, c'est la naissance de l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Et c'est à partir de cet instant qu'on a eu les lois physiques. Donc, les lois physiques que nous connaissons ont commencé à être applicables, donc à fonctionner. Les lois physiques que nous connaissons. Donc, c'est le début de l'expansion, le début des lois physiques que nous connaissons. Donc, il y a ce temps de 13,7 milliards d'années. Bon. Donc, on commence dès le début. Du temps zéro, si vous voulez, parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas la notion du temps, ni de l'espace d'ailleurs. Donc, l'espace et le temps n'existaient pas avec cet instant de Big Bang. Donc, le Big Bang, on va considérer que c'est le temps zéro, le zéro absolu. Donc, c'est là où le temps a commencé à exister. Donc, il n'y avait pas de temps avant, on a commencé à avoir le temps. Donc, du temps zéro jusqu'à 10 à la puissance moins 43 secondes, donc c'est une période très courte. C'est une période qu'on appelle la période de Planck, ou l'ère de Planck. Donc, c'est une période de Planck où
il y avait les 4 forces fondamentales que vous connaissez, l'électromagnétisme, les interactions faibles et fortes, et surtout la gravitation. Toutes ces forces étaient unifiées. Donc, il y avait une seule force fondamentale, et toutes les autres, les 4 forces, étaient unies en une seule force fondamentale. Pour un temps seulement très court, c'est-à-dire jusqu'à 10-36 secondes, c'est là la période, aussi une période très très courte qu'on appelle la période de la grande unification. C'est là où la force gravitationnelle ou bien la gravitation a commencé à se séparer des autres forces. Donc, la gravitation s'est séparée des 3 autres forces. C'est un état qui est physiquement décrit par la théorie qu'on appelle la théorie de la grande unification. Donc, c'est la théorie de la grande unification qui décrit cette période très courte de la création ou bien de la naissance de l'univers. Bon, cette théorie, elle est tout de suite rompue par ce qui vient donc dans cette période très courte, c'est la séparation de la force forte, ou bien la force nucléaire forte aussi qui se sépare à un certain instant des autres forces. Là, il n'y a pas beaucoup de particules qui peuvent exister, c'est de la pure énergie. La seule particule qui possiblement peut être créée à cet instant, c'est le boson de Higgs. Bon, le boson de Higgs, on va le détailler l'année prochaine dans le cours de théorie du champ. Donc, c'est la seule particule à cet instant qui pourrait exister. Bon, c'est bien sûr la physique de la première seconde de la vie de l'univers, elle n'est pas très exacte, bien sûr, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mesures qui peuvent être faites dans ces conditions. Donc, c'est plutôt des théories et des simulations. Et puis, il y a certaines mesures qu'on peut effectuer dans les grands accélérateurs de particules où on fait bombarder des particules pour essayer de recréer les premiers instants de l'univers. Et là, on peut bien sûr faire quelques mesures pour confirmer ces théories. Donc, nous arrivons à 10-32 secondes de la vie de l'univers, après le Big Bang. C'est la période qu'on appelle la période électrofaible. Donc, dans ce cas, la température s'est relativement diminuée, donc elle est devenue une température finie, même si elle est toujours très élevée, de l'ordre de 10 à la puissance 28 K. Donc, la force se sépare. C'est une période d'expansion exponentielle, ce qu'on appelle l'inflation cosmique, ou en anglais inflation period. Donc, c'est une période de pure inflation, de pure expansion. Nous arrivons à une période entre 10-12 et 10-6 secondes. Donc, vous voyez que c'est toujours, nous sommes à moins d'une seconde de la vie de l'univers. Donc, c'est la période qu'on appelle la période des quarks. Donc, les quarks, ce sont les constituants de particules. Donc, les particules élémentaires, ce sont des particules élémentaires qui vont constituer les matières. Donc, les quarks, ce sont eux qui s'associent entre eux pour former les hadrons. Les hadrons, ce sont les protons et neutrons. Donc, c'est des particules très élémentaires qui servent après à créer des particules. Donc, c'est une période qu'on appelle la période des quarks. Donc, les particules fondamentales, c'est quoi? Ils vont acquérir une certaine masse à travers le mécanisme de Higgs. Donc, il y a aussi les interactions fondamentales qui commencent à se créer, surtout la gravitation.
l'électromagnétisme et les interactions faibles et fortes qui se séparent. Donc, à partir de 10-6 secondes, on a la forme actuelle des 4 forces de la physique, donc gravité, électromagnétisme et les interactions fortes et faibles. La température, dans ce cas, elle est toujours élevée, bien sûr. Donc, les quarks ne peuvent pas se lier pour former des hadrons. Donc, on a toujours une soupe, si vous voulez, une sphère qu'on appelle une soupe de quarks, incapable de se lier à cause de la température très élevée. Et puis, à partir de 10-6 secondes, c'est la période qu'on appelle la période hadronique. Donc, vous imaginez que, bien sûr, c'est une période où on commence à avoir des particules, des hadrons, c'est-à-dire surtout des protons et des neutrons. Donc, c'est toujours un plasma de gluons quark qui se refroidit avec le temps. Donc, il y a la formation des hadrons. Et puis il y a aussi la création de neutrinos. À partir de 1 seconde, on commence à avoir des neutrinos. Donc, bien sûr, les neutrinos, vous savez que c'est très difficile à les détecter. Mais bon, on a dans cette période, à 1 seconde de la vie de l'univers, on a ce découplage des neutrinos. Bon, nous arrivons à 1 seconde. Donc, entre 1 et 10 secondes, on appelle cette période la période des leptons. Bon, la période des leptons, donc, c'est une particule. Les leptons, ce sont des particules qui ont un spin 1,5. Qui ont un spin 1,5 et ils ne sont pas sensibles à l'interaction forte. C'est-à-dire, plus pratiquement, ces périodes, ou bien ces particules, ou bien ces leptons, et ils forment les électrons, les neutrinos et les muons, et aussi leurs antiparticules. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est surtout l'électron. Donc, l'électron fait partie de ces leptons, puisqu'il a un spin de 1,5, soit positif ou négatif. Donc, toutes les particules qui ont un spin de 1,5 et insensibles à la force d'interaction forte, on appelle ça des leptons. Donc, dans cette période entre 1 et 10 secondes, on a donc les hadrons qui ont été créés et les antihadrons, ils vont s'annihiler mutuellement parce que particules et antiparticules, il y a annihilation et retour à une forme de pure énergie. Donc, puisque les hadrons et les antihadrons vont faire une annihilation mutuelle, donc il y a les leptons, leptons et antileptons, qui vont dominer l'espace ou bien l'univers dans cette période qui s'étend à peu près vers 10 secondes. Et puis aussi, il y a les leptons et les antileptons qui vont aussi s'annihiler parce que enfin, c'est une forme de particules et antiparticules, donc il y aura une annihilation. Donc, mais dans ce processus, il y a un très léger résidu de leptons, ce qui a contribué à la création de la matière, ou bien de la forme de l'univers que nous connaissons là à nos jours. Parce que vous allez me dire, et vous avez raison, que puisqu'il y avait des quantités égales, hadrons et antihadrons et leptons et antileptons, donc aucune particule ne pouvait être créée parce que toute particule doit s'annihiler avec son antiparticule et donc on revient toujours à une forme de pure énergie sans aucune particule. Mais pour une raison inconnue jusqu'à l'instant,
il y avait un très léger résidu de lepton. Donc, il y a un lepton qui n'avait pas une particule en face, un antilepton en face. Donc, il y avait un résidu de lepton, ce qui a contribué avec le temps à la création des particules plus complexes. Bon, ce n'est pas le sujet de notre cours, ce sera pour la physique des particules. Bon, à cet instant, presque l'univers, la taille de l'univers était presque la taille d'un ballon de football. Donc, c'était toujours un univers très, très petit. Bon, à partir de 10 secondes, il y a la période qui commence, qu'on appelle la période des photons. Cette période qui continue toujours jusqu'à nos jours, mais on peut la diviser en plusieurs parties plutôt. Donc, les premières minutes, entre 3 et 20 minutes après le Big Bang, bien sûr, la température, elle a diminué. Donc, on a commencé à avoir des noyaux atomiques. Donc, vous vous rappelez, la température avant était trop élevée. Elle empêchait la liaison des quarks pour former des particules. Mais à ce niveau, à partir de 3 minutes, la température a diminué de façon à pouvoir lier ces quarks et avoir la formation de particules, et par suite, on a la formation de noyaux atomiques. C'est des noyaux, pas des atomes neutres, parce que la température est toujours élevée. Donc, les électrons ne peuvent pas se lier à ces noyaux atomiques. Donc, on a formation de noyaux atomiques et surtout de l'hydrogène, principalement de l'hydrogène et aussi un peu d'hélium. Et puis, cette période s'étend jusqu'à peu près 70 000 ans. À 70 000 ans, ou bien la période jusqu'à 70 000 ans, il y a la formation de ce qu'on appelle un échafaudage de l'univers. C'est-à-dire, les régions qui étaient denses, elles augmentent de densité. Les régions moins denses se raréfient de plus. Donc, on aura des zones vides, des zones plus denses, des zones vides, des zones plus denses. C'est comme un réseau qui se forme dans l'espace. Donc, c'est un réseau qui se forme dans l'espace, c'est un échafaudage, un réseau qui contient des zones très denses et des zones moins denses, des zones très denses, des zones moins denses. Et c'est là où s'est créé ce qu'on appelle la matière noire, dark matter. Donc, c'est là où s'est créée cette matière noire. Donc, il y a des zones vides, il y a des zones denses qui contiennent, dans ces zones denses, il y a la formation, après, il y a la formation d'étoiles, de galaxies, etc. Il y a ces zones toujours vides, toujours sombres. Donc, ce qu'on suppose correspond à la création de la matière noire. Donc, dans cette période, la température est descendue d'à peu près 10 à la puissance 9 K jusqu'à à peu près 4000 K. Et puis, à 377 000 ans, à peu près, on appelle cette période la période de recombinaison. Nous sommes toujours dans la période des photons, mais une sous-période, si vous voulez, dans cette période de photons, il y a ce qu'on appelle le temps de recombinaison. Donc, les atomes d'hydrogène et d'hélium commencent à se former. Donc, la température a suffisamment diminué pour pouvoir former des atomes neutres. Donc, il y a les électrons qui viennent se lier. Les électrons qui viennent se lier au noyau qui ont déjà été formés.
Donc, on commence à avoir des atomes neutres, surtout de l'hydrogène et un peu moins d'hélium. Bien sûr, la densité de l'univers diminue, la température diminue. Et par suite, on aura formation d'atomes neutres. Donc, les électrons sont capturés par ces noyaux atomiques pour former des atomes neutres. Et dans ce cas, c'est seulement à partir de cet instant où les photons deviennent libres à se déplacer dans l'univers. Parce qu'avant ce 377 000 ans, il y avait des photons, mais les photons étaient toujours absorbés et réémis, puis absorbés et réémis, de façon à ne pas avoir une émission de photons. L'univers était opaque. C'est à partir de ce temps-là, 377 000 ans, que l'univers est devenu transparent et donc les photons sont devenus libres à se déplacer dans l'univers. Et c'est là où on a un peu ce qu'on peut mesurer d'ailleurs, ce qu'on appelle le CMB, le Cosmic Microwave Background. C'est quelque chose qui a été mesuré par le satellite WMAP, qui nous a donné cette cartographie de l'univers, bien sûr en micro-ondes. Ça, c'est l'univers comme il apparaît en micro-ondes. Vous voyez qu'il y a des zones froides, il y a des zones chaudes, des zones froides, des zones chaudes, ce qui correspond à cette image, donc un échafaudage divisé en zones plus denses, zones moins denses, ce qui conforme la théorie qui dit qu'il y a un certain échafaudage de l'espace et il y a l'existence de la matière noire. Donc, ce bruit de fond, il est facilement mesuré. Vous pouvez allumer votre poste de télévision, enlever l'antenne, et ce que vous voyez comme bruit, tout le bruit que vous entendez, que vous voyez sur l'écran, ça vient de ce bruit de fond de l'univers qui s'est émis à 377 000 ans après que les photons étaient devenus libres. Donc, c'était des photons dans le domaine des micro-ondes. Donc, c'est des énergies électromagnétiques faibles dans le domaine des micro-ondes qui font la signature de l'espace quand cet espace est devenu transparent et que les photons étaient libres de se déplacer. Bon, après cette période, on a un certain temps qu'on appelle les âges sombres. Pourquoi les âges sombres? Parce que simplement, il n'y avait pas de source lumineuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'étoiles. Donc, on a eu la transparence, puisque la densité a diminué, la température a diminué. Donc, on a eu cette transparence de l'univers. Donc, les photons sont devenus libres. Ils se sont libérés de ce fluide photon-baryon. Donc, la lumière qui existait déjà avant, mais qui était absorbée et réémise plusieurs fois, est maintenant devenue libre. Libre, mais à cet instant, dans l'univers, il n'y a aucune source lumineuse parce qu'il n'y a pas encore la formation d'étoiles. Donc, c'est une période entre la transparence et l'apparition des premières étoiles. On appelle cette période la période sombre. La période sombre parce qu'il n'y a pas de source lumineuse. Donc, il y a seulement ce bruit de fond, de micro-ondes, ce rayonnement thermique qui diminue, bien sûr, avec l'expansion. Et c'est là où s'est établie l'obscurité du ciel qu'on observe dans notre ciel. Donc, quand vous observez le ciel pendant la nuit, vous observez des points lumineux qui sont bien sûr les étoiles et les galaxies, mais vous observez aussi beaucoup de zones sombres. Donc, ce sont les zones sombres
ou bien c'est cette obscurité qui a été créée pendant cette époque qu'on appelle les âges sombres. Bon, après cette période, on a une période qui s'appelle la période de formation de structures, c'est-à-dire la formation de tout ce qui est structure de l'espace, structure visible, étoiles, planètes, galaxies, amas d'étoiles, etc. Donc, c'est une formation hiérarchique qui commence du plus petit au plus grand. Les premières structures de l'univers étaient les quasars. Les quasars, ce sont des galaxies très énergétiques avec un noyau actif qui émet des radiations électromagnétiques dans le domaine X et gamma. Une galaxie énergétique, c'est-à-dire c'est une galaxie qui a au centre un trou noir très très grand et que ce trou noir est en train d'engloutir un peu la matière qui est autour. Et puis, il y a ce disque qui se forme autour de ce trou noir. Et puisque c'est des particules très accélérées et très énergétiques, ils vont commencer à émettre des radiations gamma, des radiations X qui sont observables. Donc, ces objets, ces quasars qui ont été premièrement formés au début de la formation des structures. Bon, on va détailler dans une autre vidéo, bien sûr, les trous noirs et comment ces trous noirs vont émettre de l'énergie. À cette période, la température moyenne de l'univers est à peu près 60 degrés 64. Bon, après, il y a une petite période de réionisation qui s'étend entre à peu près 150 millions d'années jusqu'à 1 milliard d'années. Donc, tous ces quasars qui ont été créés, ils vont émettre des rayonnements très intenses. Donc, ce qui va réioniser la matière qui est aux alentours de ces quasars. Donc, toute la matière devient sous forme de plasma, c'est-à-dire des atomes ionisés, donc des noyaux atomiques, plus des électrons, des charges positives et des charges négatives. Et c'est là où une grande partie de ces particules se concentre dans des nébuleuses, comme on a vu dans la vidéo précédente pour la création des étoiles. Donc, on a cette concentration de nuages astronomiques qui est les nébuleuses, et à partir de ces nébuleuses, par la force gravitationnelle, on a la création des étoiles, et puis les groupes d'étoiles, des amas d'étoiles, et puis des galaxies dans les zones denses qui ont été créées au début de l'univers, donc qui se concentrent dans les zones denses, et les zones moins denses restent à peu près vides. Et puis, à 5 milliards d'années, il y a 5, donc avant 5 milliards d'années dans le passé, pas 5 milliards d'années à partir de Big Bang. Donc, avant 5 milliards d'années, à partir d'aujourd'hui, on a eu la formation de notre système solaire, donc cette nébuleuse qui a créé notre Soleil, notre étoile, et le reste qui s'est concentré en une série de planètes pour former notre système solaire. Voilà une photo qui vous montre une série de galaxies avec leur nom scientifique, bien sûr. Le nom scientifique, c'est une lettre avec un numéro. Bon, il existe d'autres noms non scientifiques à ces galaxies, mais voilà, c'est les numéros scientifiques de ces objets célestes. Donc, voilà des concentrations d'étoiles, des galaxies qui peuvent être spirales, qui peuvent avoir plusieurs formes. Par exemple, notre galaxie, qui est la Voie lactée, elle a une forme spirale. Bon, il y a d'autres formes, bien sûr, mais c'est surtout des formes spirales. Notre système solaire, bien sûr, il y a notre étoile qui est au centre, qui est le Soleil.
Donc la nébuleuse qui s'est concentrée en une sphère au centre et dans laquelle a commencé une réaction de fusion nucléaire. Donc on a eu cette étoile et le reste de la poussière s'est concentré sur des anneaux ou bien sur des orbites pour former des planètes qui tournent autour de ce Soleil. Donc, on commence euh, par les planètes rocheuses. Donc, il y a les planètes solides, si vous voulez. Il y a Mercure qui est le plus proche du Soleil, après Vénus. Et puis, il y a notre Terre avec notre Lune. Après, il y a Mars. Donc, les 4 premières planètes qui sont des planètes solides, des planètes rocheuses, bien sûr, parce que c'est des planètes qui sont denses, donc qui ont une masse, une densité élevée. Donc, ils se sont formés proches du Soleil. Après Mars, il y a une certaine couronne de petits astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter. Donc, c'est un résidu d'une planète qui n'a pas pu se former, ou bien de la collision entre deux objets qui a créé tous ces débris, tous ces petits astéroïdes. Oui, après cet anneau, on a les planètes gazeuses. Il y a la planète la plus grande qui est Jupiter, qui est une planète très très grande, une planète gazeuse qui était presque, qui a pu presque devenir une étoile, vu la grande masse de Jupiter. C'est presque une étoile. Donc, la densité au centre de Jupiter, elle n'est pas suffisante pour déclencher une fusion nucléaire, mais elle est presque. Elle est très, très proche. Donc, si Jupiter il était un tout petit peu plus massif, il aurait pu devenir une étoile. Mais bon, c'est toujours une planète gazeuse non allumée. Qui nous fait beaucoup de services parce que la gravité énorme de Jupiter, elle collecte tout ce qui est astéroïdes qui viennent de l'extérieur du système solaire. Il va les attirer vers lui et nous protéger ou bien protéger la Terre de tout ce qui vient de l'extérieur du système solaire. Donc, c'est une planète qui nous rend beaucoup de services ici sur Terre. Après Jupiter, il y a Saturne avec ses fameux anneaux. Donc, les anneaux, ce sont des débris qui n'ont pas pu se concentrer en une planète ou en une lune. Et il y a Uranus, il y a Neptune, et puis à la fin, il y a Pluton, Pluton qui aujourd'hui n'est plus considéré comme planète, puisqu'il est trop petit pour être considéré comme planète. C'est ce qu'ils ont pris comme décision. Pour moi, c'est toujours une planète. Et puis, à côté de Pluton, il y a ce qu'on appelle Charon. Charon est une planète ou bien un objet, ce n'est pas une planète, un objet qui est plus petit que notre Lune, qui aussi tourne en orbite autour du Soleil. Après, il y a aussi un anneau de débris qu'on appelle le Kuiper Belt. Bon, on écrit KUI, mais on l'appelle le Kuiper Belt. Donc, c'est un anneau de débris qui se forme autour de notre Soleil et qui est à la limite de ce système. Bon, donc c'est notre système solaire. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Bon, il y a plusieurs théories pour le futur de l'univers. Bien sûr, ce sont des théories basées sur des calculs mathématiques et des simulations. Bon, la fin de l'univers ou bien le futur de l'univers, il y a quatre théories principales. La première théorie, c'est ce qu'on appelle la mort thermique ou bien le Big Freeze. C'est dans à peu près 10 à la puissance 14 ans. Les étoiles et les galaxies auraient
auraient été complètement brûlés. Ils se sont brûlés, ils ont fait leurs géantes rouges, les supergéantes rouges, les supernovas, etc. Donc, tout est fini, il n'y a plus de carburant, les galaxies s'évaporent, les trous noirs, bien sûr, s'évaporent par le rayonnement de Hawking, et l'univers atteint son entropie maximale. Donc, vous savez, d'après les cours de thermodynamique, qu'il y a une certaine entropie, ce désordre qui augmente toujours. Donc, le désordre de l'espace, l'entropie de l'espace qui augmente toujours. Donc, il y a à un certain moment, l'entropie va atteindre sa valeur maximale et que l'univers devient tellement dilué, tellement vide, qu'il n'y a aucune structure qui peut exister. Donc, c'est ce qu'on appelle le Big Freeze ou la mort thermique de l'espace. Il y a une autre théorie moins probable qui est la grande déchirure ou bien ce qu'on appelle le Big Rip. Donc, c'est à cause de l'expansion, toutes les structures sont étirées. Même l'espace-temps, il est étiré, il ne peut plus survivre. Donc, l'espace-temps se déchire complètement et toutes les structures cessent d'exister. Il y a une autre, ou bien d'autres lois physiques qui s'établissent dans ce cas. Il y a une autre théorie qui s'appelle le Big Crunch. Je ne sais pas comment le dire en français, mais il s'appelle le Big Crunch. C'est une phase de contraction après la phase d'expansion. Donc, actuellement, nous sommes toujours en expansion. Et puis, cette théorie nous dit qu'à un certain temps, l'expansion va s'arrêter et il y aura une phase de contraction après la phase d'expansion. Donc, c'est-à-dire que l'univers peut retourner à son état initial il y a 13,7 milliards d'années, c'est-à-dire il retourne vers un point de densité infinie et de température infinie. C'est comme si c'était le Big Bang en sens inverse. Bon, cette théorie est très, très peu probable parce que les récentes mesures montrent que l'expansion, elle est accélérée. Donc, il y a l'expansion qui s'accélère toujours. Donc, cette théorie est très peu probable. Mais c'est une théorie qui existe. Il y a une quatrième théorie qu'on appelle le faux vide, qui dit que l'espace va devenir métastable, donc un vide très dilué qui est instable et il n'y a plus d'expansion, il n'y a plus de contraction, c'est un vide qui s'établit, un vide qui n'est pas complètement stable, il est métastable, donc il suffit de le perturber un peu pour le rendre instable. Bon, bien sûr, la théorie la plus probable, c'est la mort thermique, la première théorie, le Big Freeze, parce que toutes les mesures de l'expansion donc, confirment ou bien sont en train de confirmer cette théorie. Bon, je termine cette vidéo. À la fois prochaine, on va donc voir d'autres structures de l'univers.